Bonsoir à tous, on va vous présenter avec Benoît les deux avant-derniers rapports du GIEC qui sont sortis, donc du groupe 1 et du groupe 2. Pour ceux qui ne savent pas, donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme de l'ONU qui a été créé en 1988 et donc son but, c'est de faire des rapports d'évaluation. Donc tous les 6-7 ans, en fait, ils ne font pas de la recherche, ils font une synthèse de toutes les connaissances actuelles qu'on peut avoir sur le climat. Donc ça, c'est des cycles de 6-7 ans à peu près. Puis en ce moment, on est dans le sixième cycle, enfin, on est en train de terminer le sixième cycle d'évaluation avec les 3 rapports qui viennent de sortir. Donc c'est ça, ce soir on va vous présenter les 2 premiers rapports, les 2 avant-derniers rapports qui sont sortis. Donc le groupe 1, c'est sur les bases scientifiques physiques, donc tout ce qui est la compréhension du climat, la compréhension du changement climatique. Le groupe 2, c'est sur comment on s'adapte aux conséquences qui vont arriver. Et le groupe 3, que je présenterai le mois prochain, c'est sur les solutions, comment on atténue le changement climatique. Et ce soir aussi, on va vous parler un petit peu, un petit zoom rapide sur le Canada et le Québec, ce qui est arrivé déjà et ce qui va être projeté à l'avenir. Donc je vais commencer avec le groupe 1, puis Benoît vous fera le groupe 2. Donc juste quelques chiffres pour le fonctionnement. Donc les membres du GIEC, en fait, c'est des pays, c'est pas des scientifiques. Ensuite, ces pays-là, ils élisent des scientifiques qui sont donc élus pour rédiger un rapport. Et on voit que dans celui du groupe 1, il y avait plus de 200 auteurs, encore pas assez de femmes, mais il y en avait plus que dans les rapports d'avant. Ils essaient vraiment que ça vienne de partout dans le monde entier, puis le plus de parité possible. Et puis surtout, les 2 chiffres les plus importants, c'est 14 000 publications scientifiques évaluées. Ça prouve à quel point ils font une revue de littérature un peu plus importante que quand nous, on devait citer 10 articles pour nos mémoires. Et puis 78 000 commentaires aussi. C'est-à-dire qu'il y a 3 stades de relecture avec des scientifiques, puis ensuite à la fin des pays. Et donc, ils doivent vraiment répondre à chacun des commentaires à chaque fois. Et donc c'est ce processus-là qui fait la valeur du GIEC et sa valeur scientifique. Donc la première conclusion, qui je l'espère ne va pas surprendre grand monde, c'est que le climat de la Terre se réchauffe, précisément de 1,09 degrés en moyenne sur tout le globe sur la dernière décennie et depuis l'ère pré-industrielle, donc l'ère de 1850 à 1900. Et puis une moyenne, ça cache toujours des disparités territoriale, on va dire. Donc, c'est déjà à plus 1,6 sur les terres et en moyenne à plus 0,9 sur les océans à cause de l'inertie thermique des océans qui est plus long à se réchauffer. Et puis, on voit l'évolution de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Puis, on voit vraiment que c'était très stable et puis qu'en 100 ans, un siècle, on est monté en flèche et particulièrement, c'est la phrase que j'ai mis ici, chacune des 4 dernières décennies a été successivement la plus chaude. Donc, il y a vraiment une accélération qui est en train de se faire. Donc le climat se réchauffe, mais il change aussi sous plusieurs aspects, sous des aspects très variés même. Donc les chaleurs extrêmes sont plus fréquentes et plus intenses. À l'inverse, les froids extrêmes sont moins fréquents et moins intenses. Les fortes précipitations ont augmenté aussi, donc plus fréquentes, plus intenses. Les sécheresses aussi ont augmenté dans certaines régions. Les conditions propices aux incendies également. Et puis l'océan qui se réchauffe, s'acidifie et se désoxygénise. Et sinon, j'en ai noté quelques autres. Donc la proportion mondiale des cyclones qui a augmenté aussi, des cyclones de forte intensité qui ont augmenté. Le niveau de la mer qui a augmenté de 20 centimètres à peu près. La superficie de la banquise arctique qui a diminué de 40%. Et puis la couverture neigeuse et les glaciers qui ont diminué et reculé depuis les années 90 à peu près. Donc là, il va y avoir 2-3 slides pour montrer un peu justement les différences territoriales qu'il peut y avoir à chaque fois à travers le monde. En l'occurrence, on voit que pour les extrêmes de chaleur, il n'y a pas trop de différence puisque donc ça, c'est la carte du monde. En rouge, ça veut dire qu'il y a eu des augmentations dans les extrêmes de chaleur. Puis on voit qu'il y a à peu près toutes les régions du monde où ça a augmenté. Puis celles où ça n'a pas augmenté, c'est qu'il n'y a soit pas de consensus, soit pas de données. Donc ça pourrait finalement augmenter aussi à l'avenir. Donc pour les extrêmes de chaleur, il n'y a vraiment pas de doute. Pour les précipitations intenses, là, quand on est en vert, c'est que ça a augmenté et en jaune, diminué. Donc on voit qu'il n'y a aucune jaune pour lesquelles ça a diminué. Par contre, il y a beaucoup plus d'incertitudes.
Et finalement, en dernier, pour les sécheresses, donc là en jaune, c'est quand ça a augmenté, à l'inverse de tout à l'heure, et on voit que ça a augmenté dans beaucoup d'endroits. Mais là aussi, il y a un peu de consensus dans beaucoup d'endroits encore pour l'instant. Donc en fait, le changement climatique, au-delà du réchauffement, ce qu'il fait, c'est qu'il va accélérer le cycle de l'eau. Donc c'est-à-dire que les endroits où il pleuvait beaucoup, bah, il va pleuvoir encore plus, puis les endroits où il y avait des sécheresses, bah, il y aura encore plus de sécheresse. Ces changements, ils sont aussi inédits depuis un certain temps, depuis très, très longtemps pour certains. Donc la concentration en CO2, c'est la plus élevée depuis 2 millions d'années. La montée du niveau de la mer, c'est la plus rapide depuis au moins 3000 ans, puis elle s'est aussi accélérée, durant les 2 dernières décennies. La superficie de la banquise arctique est la plus réduite depuis au moins, un millénaire, et le recul des glaciers qui est sans précédent depuis 2 millénaires. En particulier pour donc les changements qui sont vraiment inédits depuis un bon bout de temps. Là, ici, on voit les concentrations pour les 3 gaz à effet de serre principaux, émis par l'homme. Donc en haut, en rouge, le CO2, le méthane ensuite, puis le protoxyde d'azote. Et en fait, on voit vraiment, c'est l'évolution sur les 800 000 dernières années. On voit vraiment des cycles qui correspondent assez bien aux périodes glaciaires, interglaciaires. Et puis par contre, on voit à partir d'ici, en fait, il y a à peu près un siècle, un mur, une vraie montée en flèche pour ces trois gaz à effet de serre qui sortent vraiment de la variabilité naturelle habituelle. Donc le méthane, par exemple, a augmenté de 156% en 2 siècles à peu près. Et puis pour finir sur ces changements qui sont inédits depuis un bon bout de temps, ici on voit la température depuis 24 000 ans. Donc il y a 24 000 ans, c'était la fin de la dernière période glaciaire. Et ensuite on est passé avec l'Holocène en période interglaciaire. Donc ce qu'on voit, c'est que entre 16 000 ans à peu près et puis 10 000 ans, donc en 6 000 ans, il y a eu un écart de 7 degrés à peu près. Et alors que là, dans le pire des scénarios, on pourrait avoir 5 degrés en à peine 200 ans, versus 6 à 8 000 ans. Donc c'est une des caractéristiques du changement climatique, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça arrive. Une nouveauté de ce rapport du GIEC, c'est qu'ils ont levé toute l'incertitude qu'il pouvait y avoir sur le fait que le réchauffement était entièrement causé par l'homme ou pas. Là, ici, on voit une modélisation de l'évolution des températures, donc observées, puis 2 modélisations avec les facteurs humains, puis sans les facteurs humains, donc uniquement naturels, solaires et volcaniques. Parce que, solaires et volcaniques, c'est ceux qui ont le plus d'impact, à cette échelle de temps-là, à l'échelle de temps de la décennie, en fait. Donc ce serait eux qui auraient pu causer un réchauffement si jamais c'était eux qui l'avaient fait. Mais il y a plus d'incertitude, donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Ici, on voit justement la répartition, donc la barre grise tout à gauche, c'est, le réchauffement observé. Puis ensuite, tout ce qui est à droite, c'est les différentes contributions au réchauffement ou au refroidissement de plein de facteurs différents, donc qu'ils soient anthropiques, des hommes ou naturels. Et donc, le deuxième carré ici, ça, c'est, la somme totale de l'influence humaine. La barre juste à droite, c'est, l'influence des gaz à effet de serre, donc à hauteur de 1,5 degré à peu près. Et puis la barre juste à droite de celle-ci, qui est refroidissante, c'est les aérosols, donc qui sont d'origine humaine aussi. Et là, on voit qu'ils ont fait un refroidissement d'environ 0,4 degrés. Et puis les deux barres à droite qui sont au niveau de zéro, c'est soit les facteurs naturels, soit la variabilité interne. Et donc, qui sont la meilleure estimation qu'on peut avoir, c'est zéro, tout simplement. Donc, on voit bien à quel point c'est uniquement causé par l'homme, ce qu'on a pu observer. Puis après, les graphiques de droite sont encore plus détaillés, mais c'est pas forcément important. Donc malgré tout ça, on peut avoir des futurs possibles qui vont être radicalement différents en fonction notamment de nos choix. Donc là, ici, on voit les 5 scénarios que le GIEC a proposés dans ce rapport-là, avec l'évolution des températures jusqu'en 2100. Donc, dans le pire des scénarios, ce serait jusqu'à 5 degrés, et puis dans le meilleur des scénarios, ce serait 1,5 degré. Donc ça va dépendre de nos émissions futures. Donc, les deux pires scénarios en rouge, ça veut dire qu'on double ou qu'on triple nos émissions annuelles. Donc, ça veut dire qu'on continue vraiment sur cette croissance-là. Donc ça, c'est des scénarios qui sont pas
qui sont plus «crédibles» entre guillemets parce qu'il y a déjà des transformations qui ont commencé à avoir lieu. Ça devrait pas arriver. On est plus, vers le scénario orange à peu près. Et puis les 2 scénarios en bas, un qui permet de limiter le réchauffement à 2 degrés, puis l'autre à 1,5 degré. Ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, dans la décennie 2030, on devrait dépasser les 1,5 degrés, en moyenne à l'échelle de la Terre, à l'échelle du globe, mais que par contre, si on fait les efforts, avant 2030 et après aussi, on pourrait repasser en dessous d'ici la fin du siècle. Et donc, ces, différents scénarios de température, ils correspondent à différents scénarios d'émissions. Donc là, les 4 graphiques, ils correspondent, aux, 4 facteurs principaux, on va dire, anthropiques, donc le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et puis les aérosols. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On voit que dans le pire des scénarios, ça veut dire qu'on triple nos émissions, d'ici la fin du siècle. Et puis, dans les, scénarios les plus optimistes ou volontaristes, on va dire, faut qu'on atteigne la neutralité carbone à peu près, en 2050 pour 1,5 degré, puis en 2070 pour 2 degrés. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc à partir de ça, faut que ça descende, mais c'est sûr que enfin, en tout cas, faut pas faire des efforts pendant 3 ans, faut faire des efforts pendant un siècle parce qu'on peut très bien continuer à descendre puis augmenter juste après, donc il y a aussi ça qui rentre en jeu. Puis finalement une dernière visualisation pour, le lien entre, émissions de CO2 et puis, les températures. Donc là, jusqu'à ici, c'est les évolutions les anomalies de température, par rapport à la période pré-industrielle, donc avec un jeu de couleurs et puis ensuite les, 5 barres à droite, c'est, les différents scénarios que je vous ai montrés juste avant. Et donc, pour reprendre ce que disait Benoît, on voit bien ça, la petite flèche ici, ça veut dire, un pic. Donc ça, c'est le moment où les émissions atteignent leur maximum. Quand c'est mis 1,5, ça veut dire qu'elles sont réduites de 50. Et puis 0, c'est la neutralité carbone, donc neutralité CO2. Et donc, c'est ça, neutralité carbone, décennie 2050 pour 1,5 degré, puis décennie 2070 pour 2 degrés. Donc on sait qu'on émet du CO2, donc le principal gaz à effet de serre qu'on émet. Là, on voit l'évolution, au cours du temps, de ces émissions-là. Hem Et puis, ce CO2, il faut bien qu'il aille à un endroit. Donc ça s'appelle les puits de carbone et donc on voit que ces courbes sont totalement symétriques parce que tout le CO2 qu'on émet, il faut qu'il se retrouve à un endroit. En l'occurrence, sur toute cette période ici, donc de 1750 à aujourd'hui, c'est à peu près un quart dans l'océan, un quart dans la végétation, donc avec la photosynthèse et puis, la moitié restant dans l'atmosphère. Par contre, ces puits de carbone, c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils captent, ils captent en majorité parce qu'on émet. Mais ça peut changer avec le temps, puis ils peuvent aussi se détériorer. Donc plus on va, pousser dessus, plus les forêts pourraient être, vulnérables aux incendies, par exemple, ou plus la biodiversité marine va beaucoup moins jouer son rôle et donc du coup, il y a moins de CO2 qui va se dissoudre dans l'océan. Et on voit qu'il y a déjà, en proportion, il y a déjà une légère baisse puisque, en moyenne de 1850 à 2019, il y avait 41 qui est allé dans l'atmosphère, alors que sur la dernière décennie, là, il y a 46 qui est allé dans l'atmosphère. Donc différents scénarios, ça veut dire aussi différents impacts. Donc là, on voit les, 3, indicateurs principaux que je vous avais montrés au tout début, donc la température, les précipitations, puis, humidité des sols, donc la sécheresse, dans des scénarios à 1,5, 2 ou 4 degrés. Donc pour les températures, on voit que c'est vraiment, il y a des différences locales, mais c'est notamment, tout en haut de l'hémisphère nord, mais sinon c'est quand même, assez la même chose, plutôt la même chose partout. À l'inverse des précipitations et des sécheresses. Donc là, comme je disais au début, s'il pleut, bah, il pleuvra encore plus, puis s'il fait sec, bah, il fera encore plus sec, c'est pas mal ça et on voit bien que, chaque demi-degré compte, chaque dixième, de degré compte et a vraiment, une importance dans les impacts qu'on va avoir à plus long terme.
Donc, encore sur les différents scénarios qui sont égaux à différents impacts, là, on voit des principaux événements extrêmes. Donc, les événements extrêmes, ils ont vraiment une forte sensibilité à chaque demi-degré. Et donc, on voit par exemple pour les températures, le jour le plus chaud de la décennie, bah, à 1,5 degré, ce serait à peu près 2 degrés plus chaud. Et à 4 degrés, ce serait 5 degrés plus chaud. Pour les sécheresses, donc au lieu de 2,4 fois plus fréquent, ce serait à peu près 5 fois plus fréquent à 4 degrés. Ensuite pour, là c'est, donc pareil, différents scénarios égale différents impacts, mais pour l'élévation du niveau de la mer. Donc comme je disais au tout début, il y a déjà 20 centimètres d'élévation aujourd'hui, donc en 2020. Et donc à cause de l'inertie des océans, de l'inertie thermique, donc ça met du temps à se répartir, puis ça met du temps à monter. On sait qu'en 2100, il y aura dans tous les cas au moins 50 centimètres de hausse à l'échelle planétaire, puis jusqu'à 1,5 mètre dans le pire des scénarios. Pareil, en 2200, on sait qu'il y aura au moins 2 mètres de hausse, et puis même dans 12 000 ans, enfin dans 10 000 ans, on sait qu'il y aura au moins 6 mètres de hausse. Par contre, on voit qu'il y a quand même une grande différence entre chacun des scénarios. Donc en l'occurrence, un engagement à 2000 ans dans plus 4 degrés, ça peut aller jusqu'à 16 mètres, alors que dans 1,5 degré, c'est seulement entre guillemets 3 mètres. Donc là, ici, il y a deux graphiques. Le premier, c'est sur la banquise arctique en septembre. Donc on voit qu'elle a déjà commencé à diminuer d'un tiers à peu près 40%. Et ce que montre ce graphique-là, c'est que toutes les personnes ici dans cette pièce vont connaître au moins une année avec l'océan Arctique totalement libre de glace, puisque ça va dans tous les scénarios, ça va arriver certainement une fois avant 2050. Donc je trouve ça assez frappant de se dire ça quand même. Et puis le dernier graphique tout en bas, là, c'est le pH donc, de l'océan qui s'acidifie à force de capter un trop-plein de CO2. Et on voit que là, il y a vraiment des grosses différences selon les scénarios. Sachant qu'aussi le pH, c'est une échelle logarithmique. Donc 0,1, c'est pas forcément égal à 0,1. Et dans un scénario à plus de 2 degrés, donc ça, scénario à plus de 2 degrés, c'est celui-là. Eh bien, il y a 90% des coraux qui sont menacés s'il n'y a aucune mesure d'adaptation. Ensuite, quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment un petit peu à cause de Jean Covici dans ses conférences, c'est: est-ce qu'il y a une inertie climatique ou est-ce que l'inertie est plutôt sociétale? Donc si je devais résumer ça en une seule phrase, c'est qu'en gros les impacts futurs vont surtout dépendre des émissions futures. Donc pour le réchauffement, il n'y a pas d'inertie en fait. Le jour où on atteint la neutralité carbone, le réchauffement il se stabilise. Il disparaît pas, il diminue pas, mais il se stabilise. Par contre, à l'inverse, tant qu'on n'atteint pas la neutralité carbone, bah, le réchauffement il continue. Et en effet, par contre, il y a d'autres changements où il va y avoir des inerties un peu plus élevées. Donc ça va de la décennie pour les précipitations jusqu'à des millénaires pour tout ce qui se passe dans les océans, donc réchauffement, acidification, puis la hausse. Par contre, irréversible pendant des millénaires, ça ne veut pas dire que ça va monter de 250 mètres, ça veut juste dire qu'il y a une hausse qui est engagée pendant des millénaires, quoi qu'il arrive. Par contre, ce que j'ai mis à la fin, c'est que la vitesse et l'amplitude de ces changements, donc qui sont irréversibles pendant des décennies, siècles ou millénaires, ils peuvent être très fortement limités en fonction de nos scénarios d'émission, donc des choix de société qu'on va faire. Puis aussi une notion importante qu'on entend souvent, donc les scénarios catastrophes, on va dire, avec les points de bascule ou certaines boucles de rétroaction qui nous font très peur. Donc j'en ai mis quelques-unes dont on entend souvent parler. Donc pour le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest, il y a une inertie qui va à peu près jusqu'au millénaire. Et puis pour l'instant, ce qu'on sait, donc, c'est que dans tous les scénarios, il y aura une perte de masse d'ici la fin du siècle. Par contre, on n'a pas encore dépassé a priori un point de non-retour pour le Groenland qui fondrait entièrement. Par contre, à partir de +2 à +3 degrés, on peut penser qu'il y aurait une fonte presque complète et irréversible sur plusieurs millénaires, même si pour l'instant on n'a pas assez de preuves pour l'affirmer. Pour les forêts amazoniennes, tropicales et boréales, je les ai regroupées toutes ensemble parce que c'est pas mal la même conclusion. C'est que finalement, ça va surtout être très majoritairement dépendant de la perturbation humaine au sens de la déforestation. Donc il n'y a pas la forêt amazonienne d'ici la fin du siècle qui va devenir une savane ou quelque chose d'autre. Celui qu'on entend le plus, donc le permafrost ou le pergélisol en français, Heu, en fait, c'est même pas forcément un point de bascule ou un point de rupture, au sens où ça relâche du carbone constamment à partir
ça commence déjà en fait à relâcher du carbone. Par contre, il y a des grosses incertitudes sur la quantité rejetée. Et là, on voit que pour l'instant, d'ici la fin du siècle, le GIEC nous dit que pour le CO2, ça ne va pas augmenter plus d'1 ppm par an. Donc, c'est des valeurs faibles. Et pareil pour le méthane. Ils disent que d'ici la fin du siècle, en fait, ça ne va pas augmenter la température de plus de quelques dixièmes. Ça, c'est vraiment dans les pires des scénarios. Donc, il n'y a pas tant de soucis à se faire là-dessus, en tout cas d'ici la fin du siècle. Et puis pour la circulation de retournement atlantique, donc qui est en partie le Gulf Stream. Donc ça, c'est le fait que les eaux chaudes circulent au-dessus de l'océan, puis au niveau de l'Antarctique vont plonger pour devenir des eaux froides en dessous de l'océan. Puis ça fait comme un tapis roulant entre les eaux chaudes et les eaux froides. Donc c'est une circulation de retournement. Il y a un ralentissement qui est très probable d'ici la fin du siècle. Par contre, il y a une confiance moyenne pour l'instant, donc il n'y aurait pas d'infondement avant 2100, a priori, pour ce point de rupture. Et donc finalement, mes 2 dernières slides, pour revenir et insister sur le lien entre le CO2 et le réchauffement, et puis l'action qu'on peut avoir en tant que société humaine sur les scénarios futurs. Donc ça, c'est en fait, il y a une relation quasi linéaire entre les émissions de CO2 et puis le réchauffement qu'on va avoir. Et donc, ça montre bien justement qu'il n'y a pas spécialement d'inertie climatique pour le réchauffement. Il y a bien sûr les incertitudes sont liées à tous les autres facteurs, donc soit les autres gaz à effet de serre, les aérosols, ou que sais-je. Et la dernière, donc à partir justement de cette courbe que j'ai montrée juste avant, c'est très facile de déterminer un budget carbone, donc c'est-à-dire une quantité de CO2 qu'on peut émettre avant de dépasser un certain seuil de température. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que pour 1,5 degré, il nous reste environ 8 années d'émissions auxquelles du rythme actuel. Et pour 2 degrés, c'est environ 27 années au rythme actuel. Ah oui, si vous voulez faire des questions. Je te confie avec la cravate. Oh. À la fin. Ok. Alors, je ne sais pas du tout si ça marche. Par contre, il faudrait que quelqu'un me dise si on m'entend. Parce que je l'ai mis de manière complètement random. Je sais pas. J'ai eu souvent des micro-cravates. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça a l'air que oui. Donc, il y a Andreas qui a à peu près posé l'ambiance des côtés des rapports du GIEC. On peut y aller avec le groupe 2 qui n'est pas forcément plus joyeux. Il est plus verbeux, il est un peu plus difficile d'accès, il y a moins de figures sympas, mais il est tout aussi intéressant. Le concept est le même, en tout cas le fonctionnement est le même, c'est-à-dire qu'on a un groupe de scientifiques, 269 auteurs et autrices du monde entier. Donc, comme pour le groupe 1, ce sont des auteurs qui ne créent pas de recherche, qui ne font pas de recherche pour le GIEC, mais qui compilent de la littérature scientifique et qui en font une synthèse pour les pays qui participent à l'ONU. Et donc là, ils ont fait une synthèse de 34 000 articles. Et le rapport du groupe 2 s'est porté sur l'étude des impacts du changement climatique qu'on a vu et sur nos vulnérabilités à ces impacts et sur les pistes d'adaptation existantes et à mettre en œuvre pour y faire face. Là, c'est la première figure, puis elle est un peu complexe, mais elle résume vraiment bien le travail qui a été fait. En fait, ils ont vraiment eu une approche de regarder l'impact du changement climatique d'un point de vue global sur l'interaction entre 3 systèmes, que sont le système humain, donc ça, c'est un mot pour dire nos sociétés, quoi, globalement, la biodiversité et le climat. Donc, ce qu'on voit à gauche, ici, c'est qu'en fait, tout est en interaction. Les flèches rouges, c'est des interactions négatives, enfin des impacts négatifs. Les flèches bleues, c'est des impacts positifs. Et les flèches vertes sont aussi des impacts positifs. Plus la flèche est épaisse, plus l'impact est important. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, nos sociétés humaines dégradent le climat par nos émissions. Le climat nous le rend bien en nous en mettant plein la gueule. Et on dégrade les écosystèmes et le climat dégrade les écosystèmes. On a quand même un petit peu d'action de conservation et de restauration. Ce n'est pas que négatif, mais elle est quand même plus faible que l'autre pour les écosystèmes.
Et de la même manière, on s'adapte et on mitigue, on réduit nos émissions pour lutter contre le changement climatique, mais aussi on a tendance à se mal adapter, donc à mettre en place des solutions qui n'en sont pas. On profite des services écosystémiques et en plus, ces écosystèmes nous aident aussi à lutter contre le changement climatique et puis à s'adapter au changement. Et au cœur de ça, en fait, ils ont un petit peu travaillé la notion de risque. Donc ici, la risque, c'est un événement climatique. Donc le climate hazard en anglais, c'est vraiment l'événement climatique extrême. Ça peut être plein de choses, une pluie, une sécheresse, un cyclone, n'importe quoi qui est causé ou amplifié par le changement climatique, mais qui vient rencontrer une exposition, parce que c'est les gens qui sont, ou les écosystèmes qui sont à l'endroit où il se passe l'événement qui sont le plus exposés directement, et une vulnérabilité, parce que ce n'est pas tout le monde ou tous les écosystèmes qui ont le même moyen de s'adapter ou de faire face et d'être résilient à ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu la combinaison de tout ça qui forme le risque dans ce rapport du GIEC. Donc, c'est assez fin comme manière de voir les choses. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça permet aussi de définir qu'est-ce qui est faisable quand on regarde l'interaction de tout. Et donc, ça permet d'envisager des voies de développement et d'adaptation qui respectent les écosystèmes et le climat, où on aurait réduit nos émissions de gaz à effet de serre et puis on s'adapterait, on conserverait et on restaurerait plus qu'on ait d'impact sur les écosystèmes. En retour, ils nous fourniraient plus de services et puis ils nous aideraient mieux à lutter contre le changement climatique. L'autre truc hyper intéressant, c'est qu'ils sont allés, il y a de la projection, mais il y a aussi beaucoup de détails sur où on en est dans la littérature scientifique, de qu'est-ce qu'on s'est attribué aujourd'hui de ce qu'on observe au changement climatique. Donc, qu'est-ce qui est dû au changement climatique dans ce qui ne va pas sur Terre, à plus 1,1 degré aujourd'hui, comme rappelait Andreas. Donc, vous voyez, il y a un tableau avec plein de catégories. Ça va de l'accès à l'eau, la santé, nos habitats, nos sociétés, etc. Donc, je vous ai encadré l'Amérique du Nord, qui nous concerne directement. Donc, pour l'accès à l'eau, on sait déjà que sur Terre, il y a une bonne partie de la population mondiale qui est déjà confrontée à des pénuries. Mais ça nous concerne aussi, même si vous voyez les données, alors les plus ou moins, c'est quand il y a des impacts qui vont un peu dans les deux sens, c'est pas forcément clair. Et je pense que la région Amérique du Nord est pas géniale pour ça, parce qu'elle est assez disparate en termes de réalité. Et plus c'est foncé, plus le consensus dans l'attribution est fort avec le changement climatique. Donc plus on est sûr que c'est la faute du changement climatique. Si ça se dégrade ou si ça s'améliore, il n'y a pas de plus, donc il n'y a nulle part où ça s'améliore. Et pour l'accès à la nourriture, évidemment, il y a aussi le problème que le changement climatique, que ce soit par les sécheresses, la variabilité du climat ou les inondations, enfin tous les impacts qu'on peut voir, ça pose des problèmes sur la production agricole. Et en Amérique du Nord, la productivité agricole a déjà commencé à baisser en fait depuis les années 60. On nous parle souvent de la révolution verte, machin, mais avec la surexploitation des sols et la raréfaction de l'accès à l'eau, en fait, la production a déjà commencé à baisser. Et ouais, pour la perturbation du cycle de l'eau, c'est pas directement dans celui de rapport, c'est plus dans le groupe 1 d'Andreas, mais c'est vraiment super important de se rappeler que le changement climatique, le réchauffement climatique, ça ne veut pas vraiment dire plus de sécheresse. Ça peut être plus d'eau ou moins d'eau, parce qu'en fait, plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut accueillir de vapeur d'eau. En gros, 1 degré, c'est 7% en plus. Donc, dépendamment si vous êtes au-dessus de l'océan ou au-dessus des terres, ça ne va pas être la même chose, parce qu'au-dessus de l'océan, vous allez pouvoir évaporer jusqu'à saturer la colonne d'eau et vous aurez des pluies quand même si il fait plus chaud. Alors que si vous êtes au-dessus du sol, et ben là, il y a une quantité finie d'eau qui est stockée dans le sol, dans l'humidité du sol ou dans les plantes qui peuvent transpirer. Et une fois que vous avez évaporé tout ce qui est possible à évaporer, si vous n'avez pas saturé la colonne d'eau, vous n'aurez pas de précipitation. Donc, c'est ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui. C'est ce dont on parlait avec la savanisation des forêts, par exemple la forêt amazonienne et des autres forêts tropicales. Et typiquement, ce n'est pas tout de suite le climat le problème pour la forêt en Amazonie, mais si on continue à déforester, elle n'aura plus la taille critique pour générer sa propre pluie par transpiration comme ça. Et il y a aussi des impacts sur la santé. Alors là, autant avant, il y avait un petit flou, autant ici, le consensus en Amérique du Nord est super clair. Ça va tout dans le mauvais sens et c'est tout dû notamment au changement climatique, que ce soit la santé mentale, la vulnérabilité à la chaleur, aux maladies infectieuses, le déplacement de population. C'est d'ailleurs un point super intéressant dans ce rapport du GIEC, c'est que pour une des premières fois, ils ont couplé l'aspect santé à l'aspect santé mentale aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par des phénomènes de santé mentale. On pense à l'éco-anxiété, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a souvent le fait de subir une catastrophe naturelle. Il y a forcément un stress physique qui est fort sur les organismes à cause de la catastrophe, mais il y a aussi un stress psychique sur la santé mentale qui est vraiment pas anodin.
Et notamment, il y a plein d'études qui ont montré qu'à Fukushima, l'évacuation des populations a tué beaucoup plus de monde que la catastrophe en tant que telle et la catastrophe nucléaire qu'il y a eu, justement aussi à cause de ces stress énormes que ça cause. Donc ça, c'est un truc à prendre de plus en plus en compte. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le changement climatique tue déjà beaucoup de monde, que ce soit par les inondations, incendies, vagues de chaleur, etc. Et ces catastrophes se multiplient et puis surtout, elles sont de plus en plus puissantes. Les extrêmes qu'on observe sont plus puissants. Un des chiffres qui va revenir plusieurs fois dans la présentation puis dans le rapport, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit qu'on pense qu'il y a entre la moitié et 3/4 des individus sur Terre qui sont exposés à des changements climatiques, à une vulnérabilité climatique extrême. Et notamment, il y en a plus de la moitié, vous voyez, qui pourraient être exposés à une combinaison de chaleur et d'humidité qui rendent les conditions invivables sur Terre d'ici 2100. Parce que autant le corps humain arrive à peu près bien à supporter des chaleurs très élevées si l'atmosphère est sèche, parce qu'on peut transpirer, puis notre transpiration, en s'évaporant, évacue la chaleur. Mais si la colonne d'air est déjà saturée en humidité, vous avez beau transpirer, c'est l'effet hammam, en fait, la température reste collée à votre peau, vous ne vous refroidissez pas du tout. Et là, en l'espace, qu'un taux d'humidité de 100%, puis une température de 37 degrés, en l'espace de quelques heures, vous êtes déjà très, 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 très mal, vous faites un choc thermique. Et oui, puis donc on parlait aussi des maladies, notamment les maladies vectorielles, la dengue, on en reparlera, qui se propage de plus en plus, comme la malaria aussi. Ici, c'est la maladie de Lyme avec la tique qui a de nouveaux habitats. Donc ça, c'est pour le constat qui n'est pas joyeux, mais il y a quand même des notes d'espoir dans ce rapport sur le volet adaptation. Donc là, il est un peu compliqué à lire, mais vous avez plein de scénarios d'adaptation à chaque fois pour différents problèmes. Donc la mortalité liée à la vague de chaleur, la mortalité liée à la malaria, à la dengue. Et vous avez à gauche des scénarios si on va à plus 1,5, 2, 3, 4 degrés. Mais vous avez aussi des différents scénarios d'adaptation. Et les petits points, c'est les degrés de confiance. Alors évidemment, plus on est proche de la situation d'aujourd'hui, plus on est confiant des impacts. Donc, ce que vous voyez, le premier truc intéressant à voir, c'est quel que soit l'impact ici sur la santé qu'on regarde, un monde à 1,5 degré et un monde à 2, 2,5, 2,7, 3, comme celui vers lequel on se dirige pour le moment, ça n'a vraiment rien à voir. Dans un cas, vous êtes partout dans des risques modérés et en s'adaptant, ça peut même être presque faible. Dans l'autre cas, on est vraiment à la limite du very high. Donc, ça devient vraiment une autre paire de manches. Mais le point positif, justement, c'est que dans tous les scénarios, et même si la température augmente, c'est jamais perdu de s'adapter et de faire tout ce qu'on peut pour s'y adapter parce qu'il y a des voies d'adaptation et on peut grandement réduire l'impact, le risque sur nos sociétés. Il n'y a pas que la santé qui est affectée, il y a aussi l'activité économique, puis de manière plus générale, en fait, toutes nos infrastructures humaines. Là encore, en Amérique du Nord, il y a un consensus qui est super fort, tout se dégrade et puis c'est quasiment tout attribué au climat avec une très forte probabilité. C'est tout l'enjeu en fait du PTEF, mais le changement climatique va impacter drastiquement l'économie, puis certains secteurs plus que d'autres. On peut penser au tourisme, l'agriculture, la pêche. Et donc ça va poser des vrais problèmes si on ne s'y adapte pas, encore une fois, puis si on n'a pas un plan pour ces filières-là, pour reformer les gens, etc. Et donc, il y a un vrai sujet de vague de chômage massive qui pourrait arriver en cas de déstabilisation d'un secteur de l'économie. Et par exemple, la Californie, qui si elle était un pays indépendant, serait comme la 6e puissance économique mondiale, pas rien. On estime qu'il y a 30% de ces travailleurs qui sont employés dans des secteurs qui sont exposés au changement climatique. Donc, on a fait le tour pour l'impact sur nos sociétés humaines, mais comme on n'est pas les seuls à habiter cette petite planète, on va aussi regarder ce qui se passe du côté des écosystèmes. Et alors là, en Amérique du Nord, c'est pareil, il y a un consensus extrêmement fort pour la dégradation de tout. Le climat dégrade les écosystèmes terrestres, marins, l'océan, l'eau douce, soit les espèces qui les habitent ou les écosystèmes de manière générale. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les impacts, en fait, ils se combinent à ce que nous, on fait, qui n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est ce que dit souvent Aurélien Barraud, si vous me donnez des bulldozers électriques, je n'émets pas de CO2, mais je peux quand même déforester. Et c'est une des pressions massives, c'est la destruction des habitats. Donc il y a déjà une pression qui est extrêmement forte avec l'urbanisation, l'artificialisation des sols, l'utilisation de pesticides. On est déjà en guerre contre le vivant et il a de moins en moins de niches écologiques dans lesquelles il peut s'adapter. Et en plus de ça, le climat change, donc ça devient vraiment difficile. Et là, on est vraiment entré dans un rythme d'extinction des espèces qui est massif. Et puis, il y a plein d'espèces qui sont aujourd'hui
pas éteintes ou pas en voie d'extinction, mais qui n'ont plus des populations d'individus suffisamment grandes pour être résilientes pour autant, quoi. Parce que plus assez de diversité génétique, et donc la moindre maladie, ça peut avoir des conséquences graves, et puis il y a beaucoup, beaucoup moins de résilience dans les individus s'il y a peu de variété entre les individus. Et si les températures dépassent les 1,5 degrés, le rythme d'extinction va encore s'accélérer. Et pour sauvegarder la biodiversité, il faudrait réussir à protéger, mais à protéger et préserver efficacement, intelligemment, entre 30 et 50% de la surface du globe. Et un des points super intéressants de ce rapport du GIEC par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant, c'est justement aussi constater l'échec de ce qui a pu être mis en œuvre aujourd'hui dans la préservation des espaces, et notamment sur le fait qu'il faut beaucoup, beaucoup plus s'appuyer sur les peuples autochtones à travers le monde, qui ont des cultures qui sont bien plus à même souvent de gérer ces espaces, d'autant qu'ils sont en fait très peu nombreux au regard de la population humaine, mais en fait, ils abritent sur leur territoire une majeure partie des écosystèmes en bonne santé, quoi. Donc, il faudrait s'appuyer un peu plus sur leur savoir. Et sur ce que disait aussi Andreas tout à l'heure, il y a aussi des coûts qui sont partis, et malheureusement, pour cela, même en s'adaptant, ça va être très difficile de faire quoi que ce soit. Par exemple, pour les coraux, on est déjà à la limite dans un monde à 2 degrés. Il n'y a quasiment plus un seul récif corallien qui reste en vie. Donc, quand on combine tout ça, ça va créer des stress intenses sur les différents continents, et tout le monde n'est pas exposé au même risque face au changement climatique. Tout le monde est exposé au risque. Il n'y a personne qui est parfaitement à l'abri, mais le risque est différent suivant les zones géographiques. On voit que l'Afrique cumule absolument tous les risques au niveau le plus sévère. Là où en Amérique du Nord, nous, c'est surtout l'accès aux infrastructures de base, notamment l'accès à l'eau, les problèmes aussi d'inégalité qui vont aller croissant si on ne fait rien, les risques sur nos institutions politiques aussi, qui sont à risque si on ne s'adapte pas. Et notre risque le plus élevé sont les personnes déracinées. Alors ça peut être des immigrés externes, ou ça peut aussi être des gens qui sont obligés de bouger dans le même territoire. Par exemple, au Québec, on a de plus en plus de peuples, enfin de villages autochtones qui doivent être abandonnés ou déplacés. Et ça fait partie des personnes déracinées qui sont vulnérables. Et c'est un autre point qui est super intéressant dans ce rapport du GIEC, c'est qu'il montre bien la différence entre les sociétés, mais aussi au sein des sociétés, tout le monde n'est pas vulnérable de la même façon au changement climatique. Globalement, les plus pauvres, les personnes racisées, les femmes, les derniers arrivés, les peuples autochtones sont beaucoup plus touchés que le reste de la population. Il y a notamment, même en milieu urbain, si vous regardez des cartes des îlots de chaleur, généralement, les populations les plus privilégiées habitent dans des zones urbaines où la température monte moins en cas de canicule que les personnes les moins favorisées. Généralement, les personnes favorisées habitent plus proches de parcs, ce genre de choses, ont plus facilement accès à l'eau aussi. Donc même dans nos sociétés, c'est un enjeu. Et on voit, nous, au Canada, par exemple, les peuples autochtones sont très touchés parce que, notamment, ils dépendent beaucoup de la bonne santé des écosystèmes pour leur mode de vie traditionnel. Donc, en plus, on leur coupe une partie de leur moyen de subsistance. Donc, sur la carte, on voit ici un peu, si on met tout ça en commun, les zones les plus touchées. Donc, plus c'est rouge, plus la vulnérabilité est élevée. Mais il y a aussi la densité de population. Parce que, en plus du fait que c'est les personnes les plus vulnérables, c'est aussi souvent les lieux les plus denses. On voit le centre de l'Afrique, c'est extrêmement dense. Toute l'Asie du Sud-Est, c'est extrêmement dense. Puis là, l'Inde, c'est très dense. Puis on en parle aujourd'hui avec des températures où il fait plus de 50 degrés en Inde, quoi. Et autre truc qui est vraiment à mettre au crédit là, des chercheurs puis des politiques aussi qui ont appuyé pour que ce soit accepté dans le résumé pour décideurs, c'est que pour la première fois, le colonialisme a été mis en avant comme étant une aussi des causes des disparités vis-à-vis de la vulnérabilité climatique, et que ça continue encore aujourd'hui à jouer dans les rapports de force entre pays développés et pays en voie de développement, parce que d'un côté, il y a des gens qui sont quasiment entièrement responsables des émissions historiques et présentes, et les autres, les pays qui sont les plus vulnérables, quoi. Mais la touche d'espoir quand même, parce que c'était un rapport et pas que négatif, c'est ce graphique qui nous montre qu'en fait, il y a plein de scénarios possibles pour nous, quels que soient les niveaux d'émissions, et puis les niveaux de réchauffement qui iront avec. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, ok, tout en haut à droite, la trajectoire optimale, on l'a ratée. C'est sûr que le mieux, c'était de commencer il y a 20 ans, 50 ans ou 100 ans. Donc, il y a des choses qui sont perdues. Mais par contre, partout en chemin, on aura la possibilité de faire des choix dans un sens ou dans l'autre, ou une absence de choix, de ne rien faire. Et la situation peut continuer à se dégrader ou peut s'améliorer. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on commence mal qu'on ne peut pas se rattraper si on commence à mettre en place des trucs ambitieux plus tard.
Donc, il ne faut pas perdre espoir, puis tous les trucs qui vont dans le bon sens, ils compteront positivement. Mais à l'inverse, on peut aussi retomber, commencer bien, et petit à petit commencer à faire moins d'efforts, faire moins de choses, puis retomber, puis perdre un petit peu de qualité de vie à la fin du siècle. Donc, les 2 dernières slides qui servent de conclusion, je les emprunte à bonne partie à ce qu'a fait Michael, qui est là aujourd'hui. Les nouveautés, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, c'est un peu l'intrication justement de pas juste regarder l'aspect purement physique du climat, mais aussi l'intrication avec l'économie, les sciences sociales, la justice sociale et comment on fait travailler tout ça pour s'adapter au changement climatique. Il est beaucoup plus localisé, que ce soit au niveau de l'échelle des solutions, de la diversité de solutions qui sont mises en œuvre à travers la planète, mais aussi dans une société. Il peut y avoir plein de trucs très variés, très localisés. On parle beaucoup plus des inégalités entre pays et à l'intérieur des pays, de la santé mentale. On a intégré un dialogue avec les écosystèmes qui était moins présent avant. Il y a eu un gros travail qui a été fait avec l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Donc ça a vraiment enrichi le rapport. Et Antonio Guterres, qui en ce moment lâche punchline sur punchline, avait dit que ce rapport publié est un recueil de la souffrance humaine et une accusation accablante envers l'échec des dirigeants dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, il y a eu quand même une réception assez forte. Et en conclusion, c'est que déjà aujourd'hui, on est à plus 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qu'on disait tantôt. On est déjà à la limite des capacités d'adaptation de nos sociétés. Et puis, il y a certaines zones sur Terre qui ont déjà dépassé ces limites d'adaptation. L'adaptation sera de toute manière insuffisante. C'est-à-dire que même avec les meilleures stratégies d'adaptation, on ne retournera pas à la qualité des écosystèmes qu'on avait, ou même de qualité de vie qu'on avait avant l'ère pré-industrielle en termes de vulnérabilité au climat, mais elle est quand même indispensable parce que ça permet de se prémunir du pire pour l'avenir. Il y a un vrai risque aussi que les répercussions du changement climatique accroissent ces inégalités. C'est ce qu'on avait vu avec notamment nous en Amérique du Nord. Et une partie de ces inégalités sont héritées avec ce qu'on disait avec le colonialisme et puis la distorsion extrême entre les peuples plus responsables que d'autres des émissions, puis ceux qui subissent le plus et qui, en plus de subir, ont moins de moyens pour s'y adapter. Les choix d'adaptation qu'on doit faire sont absolument pas anodins. Il y a énormément d'exemples de maladaptation. Par exemple, il y a de plus en plus de campagnes de reforestation, de plantage d'arbres qui sont faites un peu de n'importe comment. Et par exemple, remplacer une prairie par une forêt, c'est pas forcément positif pour le climat. Le mieux, c'est de reboiser un endroit qui était une forêt il n'y a pas si longtemps. Et il y a plein d'exemples comme ça. On peut penser à la climatisation en zone urbaine, qui du coup réchauffe encore plus l'air urbain parce que toute la chaleur qu'on prélève dans les logements, on la renvoie dans la rue. Donc, s'il y a des gens dans l'air urbaine qui n'ont pas accès à la climatisation, bah, ils subissent le pic de chaleur et en plus le bonus des voisins plus riches qu'eux qui, eux, ont la clim. Construire des digues, ça peut empirer le problème en cas de dépassement de digues, etc., etc. Donc, il y a un vrai besoin de cohérence, de planification à grande échelle, d'entraide aussi entre les pays. Et surtout, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme impréparation de nos sociétés. Ce qui est hyper décevant, par contre, c'est qu'on voit ce que disait Antonio Guterres, que c'était le document le plus important de l'histoire de l'humanité. Autant le premier rapport a eu une couverture médiatique assez faible, notamment en France, c'est moins vrai dans d'autres pays. Mais alors, le rapport du groupe 2, il a quasiment été complètement occulté. Je pense que c'est parce qu'il est plus difficile d'accès, il est vraiment plus dur à lire, mais tout de même. Et les seules réactions qu'on voit aujourd'hui, c'est plus qui viennent des pays du Sud et notamment des pays insulaires qui, en fait, eux, clairement lisent noir sur blanc le fait que si on ne fait rien, c'est une mise à mort de leur pays. Et ce serait vrai aussi de certaines cultures autochtones où on voit très bien qu'ils ne pourront pas continuer à vivre de la manière dont ils vivent dans des écosystèmes dégradés, quoi. Donc, c'est plus ces réactions qu'on entend et pas assez les réactions des pays du Nord qui expliquent comment ils vont réduire leurs émissions et comment ils vont aider à l'adaptation. Donc ça, c'était pour le rapport du groupe 2 du GIEC. Et puis, on vous a fait en bonus un petit zoom sur le Canada, un peu indifférencié, plus groupe 1 quand même. Donc, vous voyez la carte là du Canada, l'évolution des températures moyennes, donc de comment on s'est réchauffé par rapport à 1940. Donc, je pense parce qu'avant, on n'avait pas des données assez bien construites, mais oui, c'est pas il y a si longtemps, et on a déjà commencé à se réchauffer pas mal partout. Puis au nord du Canada, déjà de plus 3,5 degrés. Et ça serait pas mal rouge sur l'ensemble du territoire du Canada en 2100 par rapport à la période de 1951-1980. Donc même pas par rapport à la période pré-industrielle, quoi. Ça, c'est un scénario médian.
Donc le nord et le grand nord se réchauffent encore plus vite que le reste du monde. On a vu déjà que c'était le cas pour les terres émergées qui se réchauffent plus vite, mais le grand nord, c'est encore pire. Et sur les impacts potentiels, vous avez ici plein de types d'impacts. Pour le Québec, c'est encore plus zoomé, en fonction des scénarios, donc entre le scénario d'émissions élevées et le scénario d'émissions faibles. Et en fait, on voit qu'il y a quand même à chaque fois un écart qui est monstrueux entre un scénario d'émissions faibles et puis un scénario d'émissions élevées, donc ça vaut vraiment le coup. Puis aussi, il y a une non-linéarité des effets par rapport aux émissions, donc que ce soit sur les températures moyennes annuelles, que ce soit sur le maximum de température atteint dans l'année, ou le minimum, le nombre de canicules, les augmentations de précipitations, et pareil pour l'extrême de précipitation, que ce soit… Vous voyez, en fait, c'est ça qui est vraiment très marquant, en fait, avec, ici, vous voyez l'évolution pour les précipitations. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, je ne sais pas si vous avez en tête ce qu'est une gaussienne, mais c'est des courbes qui sont aplaties comme ça, avec des petites queues sur les côtés, là. Et en fait, si vous déplacez la moyenne, ben en fait, vous déplacez aussi les extrêmes, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a des trucs qui seraient arrivés peut-être une fois tous les 100 ans avant, ben ça va devenir beaucoup plus fréquent. Donc déjà, ça, c'est embêtant, mais ce n'est pas le plus grave. C'est que surtout, il y a des trucs qui statistiquement étaient impossibles, voire que ça arrivait une fois tous les millions d'années, enfin vraiment, statistiquement, c'est très, très, très peu probable, et qui deviennent, eux, possibles. Et donc, le nouveau maximal du pas de chance, c'est le 1 fois sur 100, il peut être vraiment violent. Et on voit déjà des changements ici, que ce soit sur les températures extrêmes, le golfe du Saint-Laurent aussi qui s'élève petit à petit. Il y a un truc qui est quand même assez rigolo avec le Canada, c'est que, enfin rigolo, je trouve ça rigolo, mais on se réjouit de peu. C'est que on parle tout le temps du montée du niveau de la mer, mais en fait le Canada, la montée du niveau de la terre est plus rapide que le montée de la niveau de la mer. Parce qu'en fait, le Canada, il y avait tellement de glaciers sur le Canada, il avait tellement l'habitude d'avoir une grosse pression sur lui que la fonte des glaciers a plutôt l'effet inverse, c'est de libérer la pression sur les terres. Et donc, en fait, autour de la baie de Hudson, le niveau de la terre monte plus vite que le niveau des mers. C'est quand même assez rigolo. Par contre, ce qui est moins rigolo, c'est que les eaux du golfe du Saint-Laurent sont complètement en train de mourir. Elles s'asphyxient d'année en année. C'est un énorme problème, en plus du fait que le passage trop fréquent de bateaux déstabilise complètement la biodiversité. Et après, c'est les couvertures de glace, la disponibilité en eau douce des glaciers et les problèmes qu'on peut avoir aussi sur les rendements agricoles avec un peu ce qu'on voit déjà maintenant en France avec des pics de germination qui sont trop tôt, des floraisons précoces, une vague de froid normale pour la saison et ça ruine les récoltes de l'année. Donc merci, ça fait un peu le tour de ce résumé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut essayer d'y répondre. Alors, avant de débuter la phase des questions, donc ça va se faire en deux phases. On va d'abord prendre les questions des personnes qui sont en présentiel. Pour ceux qui sont en ligne, je ne suis pas sûr qu'on ait un retour de votre voix de notre côté. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions sur la visioconférence et puis je me ferai un plaisir de le lire. On va débuter avec les questions présentielles. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Ou tout le monde est peut-être ébahi. Ça peut être une remarque, c'est pas forcément une question, ça peut être juste une discussion un peu ouverte, c'est pas une question. Oui, sur la slide 41, c'était toi qui montrais les différents chemins qu'on pouvait prendre pour aller vers la durabilité. Exactement. Ouais. Puis, je pense que ça s'appelle des arènes d'engagement. Ça, c'est-tu des trucs concrets qui sont décrits dans le rapport? Genre, à telle période, il faudrait qu'on prenne telle direction? Non, vraiment pas. C'est une des limites du rapport, mais en fait, c'est extrêmement localisé. Et en gros, ce qu'ils disent surtout, c'est qu'il n'y a pas une chose à faire, personne n'a de solution, et surtout, il faut en gros que les solutions d'adaptation soient tout azimut, puis à tout niveau des sociétés. Et globalement, que ce qui marche, ça va être beaucoup, beaucoup plus de moyens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on met quasiment pas de moyens. Et puis, c'est de travailler avec les communautés locales, avoir des modes de gouvernance plus inclusifs. Donc, c'est plus des choses comme ça. Ils mettent l'accent sur des méthodes, s'appuyer aussi sur les Premières Nations, les peuples autochtones qu'on n'inclut pas assez suffisamment dans la prise de décision, ce genre de choses. Mais il n'y a pas comme un catalogue de solutions, faites ça, ça, ça. Moi, le truc que j'ai retenu, c'était plus sur la santé. C'est globalement, dans tous les scénarios, ils disent investissez massivement dans la santé, ce ne sera pas perdu, quoi. Et après, tu peux dire la même chose pour investir massivement dans la restauration des écosystèmes. Tout ce que tu arrives à restaurer maintenant pendant que c'est pas trop dégradé, c'est pareil, c'est pas perdu.
Tu peux avoir la même chose sur retrouver des sols vivants. Il y a beaucoup de trucs à faire sur réinvestir pour redonner de la vie dans les sols, puis du coup avoir des rendements agricoles un peu préservés. Mais non, c'est un peu ce qui rend ce rapport aussi un peu difficile d'accès, c'est qu'il est très générique dans les approches. Et ouais, il n'y a pas comme un catalogue détaillé de ce qu'on peut faire. Mais tu vois, ouais, ça reste très générique. J'allais dire des trucs, mais ça reste très générique, quoi. Ouais, ça répond à ma question. Merci. Est-ce que dans l'Assemblée, il y aurait une autre question? Ou une remarque? Moi, j'ai une petite question un peu provocante. On parle de la réception qui a été faite de ces rapports par le grand public et par les médias. Est-ce que le travail du GIEC, attention, ne sert pas forcément sert à grand chose finalement, parce que j'ai l'impression que plus on arrive avec des données qui sont étayées, vérifiées, plus on se rend compte qu'en fait les gens à côté ou qui sont chargés de porter les messages s'en fichent. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de sidération à documenter toujours plus des choses qui sont réalistes et réalisables, avec en face des gens qui finalement, même si tu leur fais un résumé de 10 pages, de 20 pages, de 100 pages, ils vont pas agir en fait. Donc est-ce que finalement ces rapports qui se suivent, qui sont, on l'a dit, les plus importants, un des documents les plus importants pour l'humanité, contribuent pas finalement à l'inaction de ceux qui sont censés faire quelque chose? Je vais commencer à répondre, puis Sandra, si tu veux compléter, tu pourras compléter. Je comprends la frustration, mais je pense que c'est une erreur d'analyse, parce que le rapport du GIEC, ce n'est pas un rapport scientifique, juste. Il y a des scientifiques qui travaillent, qui fournissent un rapport. Et je parle là du résumé pour décideurs, parce qu'il y a plusieurs rapports à chaque fois. Il y a le résumé technique, puis il y a le rapport complet, là, de plusieurs milliers de pages. Mais pour le résumé pour décideurs, ce n'est pas que un travail scientifique. C'est aussi un travail où, à la fin, c'est approuvé par tous les gouvernements qui veulent participer à la rédaction du rapport. Puis là, vous voyez, c'est 46 pays qui ont participé. Et globalement, après, il est endossé par l'ensemble des Nations Unies. Et donc, ces rapports servent ensuite de cadre de discussion pour l'ensemble des COP, les Conference of Parties qui suivent pour les 6-7 prochaines années. Donc ça, en fait, ça permet de définir un consensus sur lequel aucun gouvernement ensuite peut dire « non, ça, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai ». Donc déjà, ça cadre la discussion, parce qu'après, on peut avoir des stratégies différentes, etc. Mais il n'y a aucun gouvernement qui peut nier la réalité, ou alors tu fais comme quand Donald Trump était au pouvoir et tu dis « moi, je sors des accords, je coupe les ponts, etc. » Mais tu vois que politiquement, c'est extrêmement coûteux. Aujourd'hui, des pays, puis encore plus vrai dans des démocraties, des pays qui refuseraient complètement le constat, c'est quasiment impossible à endosser politiquement comme posture. Après, tu peux négocier sur le rythme, négocier sur la répartition, dire en fait, moi, je suis à l'aise avec le fait qu'on n'aille pas trop vite parce que chez moi, dans les 50 prochaines années, ça va aller. Ça, oui, il peut y avoir des conflits là-dessus. Mais par contre, ça permet quand même qu'on puisse discuter sur quelque chose. Si tu n'avais pas ça, tu n'aurais pas de cadre possible à la discussion, quoi. Alors, peut-être une question complémentaire ou qui vient apporter quelque chose d'autre, c'est dans quelle mesure, en fait, on peut faire en sorte que ces rapports-là aient plus d'écho dans les médias? Et c'est la même chose, on se plaint que ces rapports ne sont pas assez relayés, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des rapports qui ont été plus lus que d'autres? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'on a un retour par rapport à ça pour se dire, OK, ce rapport-là, non seulement il a été utile pour ceux qui l'ont fait, mais il va être utile pour grosse partie, une grosse audience, ou une audience plus large que ce que… Je t'avoue que je sais pas du tout quoi répondre. Je sais que dans le rapport, je pense que ça doit être plutôt dans le dernier rapport du groupe 3, il parle justement du rôle des médias qui font globalement pas leur rôle. Je sais pas s'il parle des solutions. Et je pense que je vais pas me botter en touche parce que je sais pas trop quoi te dire. Si on avait une solution miracle, je pense qu'on serait tous bien contents de l'avoir, malheureusement. Je pense que c'est juste une société qui doit se faire Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Let's go. La sensibilisation, ça fait partie des objectifs des shifters. Il y a différents moyens. Moi, j'utilise les conférences. J'essaie de diffuser. Donc, j'ai intégré dans les conférences une partie de ce que vous avez présenté ce soir. Et
on a un rôle à jouer, on peut jouer un rôle pour diffuser l'information et sensibiliser les gens. Le grand public, je parle. Ouais. C'est la démarche du Teach the Shift. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez joindre le groupe, puis on pourrait contribuer aussi dans ce sens-là. Je pense que c'était Alain qui parlait. Effectivement, vous pouvez rejoindre Teach the Shift. Et puis moi, ça parle beaucoup aussi avec ce que je fais, parce qu'avec la fresque du climat, c'est aussi une des utilisations. Finalement, tu demandes à quoi ça sert, mais le jeu, la fresque du climat, je vais dire Québec, mais même là, je fais le jeu, la fresque du climat, les cartes sont directement issues des données du GIEC, du groupe 1 en fait, surtout, quasiment exclusivement, et elles ont été mises à jour là, avec le nouveau rapport. Donc ça permet aussi d'aller faire des ateliers de vulgarisation scientifique, de vulgariser sur ces enjeux avec des données solides et puis un peu harmonisées, qu'on partage une base commune. C'est pas chacun qui dit bah, moi j'ai lu un article, moi j'ai lu ça, moi j'ai lu le truc, ah j'ai entendu machin à la télé qui disait ça. Là on a comme un corpus de références communs, à nous de l'utiliser, puis à chaque fois qu'on parle de ces sujets, référer à ce corpus, quoi. Et je trouve que ça fait aussi gagner beaucoup de temps parce que quand on voit la quantité d'articles qui sont entrés, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tous les articles climato-sceptiques, ils rentrent aussi dedans, quoi. Tout est ratissé. C'est juste que si il y a un article qui pointe dans un sens débile, là où tous les autres pointent dans l'autre sens, à la fin, la synthèse, c'est qu'il y a quand même plus de chances que ce soit l'autre sens qui soit vrai. Donc, ça permet d'évacuer, de ne plus perdre du temps avec tous les climato-scepticismes de tout genre. Et pour revenir à la question de comment faire pour que les médias traitent plus le sujet, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans les médias de près ou de loin ici? Non? Ouais, un peu. Donc, il n'y a pas grand monde, tu vois, déjà. On est plus autour du monde de l'ingénierie, de près ou de loin. Et après, le truc, c'est est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui financent des médias indépendants, qui parlent un peu de ces sujets? 2. Ça, oui, c'est un truc. 3. Oui, ça, c'est un truc qu'on peut tous faire. Financer un peu plus des médias qui font un travail sérieux sur ces sujets-là. On peut leur donner des sous plutôt que de regarder les pubs de TF1. Quoi. Donc, il y a des choses que... Non, mais c'est sûr que c'est difficile. Sinon, après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plusieurs milliards d'euros? Sinon, pour racheter TF1, ça c'est... J'ai proposé l'idée d'une cagnotte Ulule. Je me dis qu'à un moment, on va être suffisamment nombreux pour acheter une grande chaîne. Non, mais je dis ça un peu en rigolant, mais oui, il y a un vrai sujet de comment faire monter en compétence nos médias, mais je pense qu'il y a quand même plein d'initiatives qui vont dans le bon sens. Désolée les gens en ligne, j'avais parlé sans le micro. Je disais que j'étais d'accord avec le point de compétence, mais que je trouvais qu'il y avait aussi un point de responsabilité et d'encadrement. Parce que comme citait Benoît, les trucs qui passent à la télévision, là, genre, c'est juste plus possible. Genre, 2022, tu as des pubs d'auto à toutes les 2 minutes. Si le gouvernement, il utilisait ça pour faire de la sensibilisation environnementale, puis haute, là, genre sociale, parce qu'on se retrouve avec plein d'homophobes aussi. Peut-être comme il n'y a pas que les affaires de changement climatique sur lesquelles les gens sont pas éduqués. C'est un problème, je pense, qu'une fois que tu as fini tes études, tu n'as juste plus de formation. Fait que c'est comme à un moment, moi, je suis rendue à me dire, là, genre, faut juste que le gouvernement, parmi les responsabilités qu'il prend, il y ait un encadrement des médias, puis de qu'est-ce que tu diffuses au grand public. Puis ça marche sur les publicités, mais ça marche sur tout, là. Genre, récemment, il y a eu des élections en France, là. Puis si tu regardes le temps de parole qui a été accordé à l'extrême droite, le temps de parole qui a été accordé à la gauche, on a un sérieux problème de responsabilité des médias. Je pense que j'apprends rien à personne en disant que plus tu donnes une information, plus les gens vont être convaincus par cette information. Fait que là, en parlant pas du changement climatique et en répandant des idées hyper identitaires, etc., genre, on a un sérieux problème, à mon avis, aussi de responsabilité des médias et des gouvernements, dans le sens que les gouvernements pourraient encadrer les médias davantage. Mais bref, c'était mon moment où je suis pas contente. Mais c'est hyper important, puis je vais rebondir là-dessus, parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il y a comme des médias ou des gouvernements, etc., qui sont juste un peu passifs et attentistes. Il faut bien voir qu'il y a un vrai conflit aujourd'hui, il y a une vraie bataille qui est menée, mais sauf qu'il n'y a qu'un camp qui joue et l'autre camp est un peu passif. Je ne sais pas si vous avez vu le film Animal de Cyril Dion, mais il y a une scène qui est super intéressante où ils vont justement au Parlement européen pour parler un petit peu de comment se construit la loi en Europe et puis la réglementation. Et puis je pense que l'Europe n'est vraiment pas le pire, donc je me dis que ça va être au moins aussi le cas ailleurs. Et il y a un vrai sujet où il y a énormément de gens qui ont tout intérêt à ce que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne change pas, en fait. Plein de gens pour qui ça se passe très, 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 très bien. Quand tu peux sortir 44 milliards de dollars pour acheter une connerie, tu sais que ça va bien, à mon avis.
Donc, je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation change drastiquement. Et ceux-là, ils ont bien compris leur intérêt et ils jouent pour faire en sorte que toutes les avancées aillent le plus lentement possible. On l'a vu avec le sabotage de la Convention citoyenne. Il ne faut pas penser que le sabotage de la Convention citoyenne, c'est juste un manque de courage politique ou que sais-je. Il y a eu un vrai travail de lobby, notamment de l'industrie automobile, qui a été fait. En Europe, dans le reportage de Cyril Dion, on le voit très bien sur la question de la surpêche. Il y a des gens qui investissent des millions pour avoir à chaque fois des représentants qui défendent leurs intérêts, fournir des fiches aux élus pour leur faciliter la vie. Mais eux, ils jouent pleinement et ils jouent leurs cartes. Et c'est nous, la société civile, où on a tendance à être un peu passif et de l'autre côté, pas jouer assez sur nos cartes, quoi. Merci. Juste pour compléter ça, vous pouvez écouter sur Green Letter Club sur YouTube. Il y a Hervé Kempf qui a fait une interview justement sur pourquoi parle-t-on si peu du climat dans les médias. Et l'une des conclusions que tu as évoquées quand même, Benoît, c'est peut-être qu'il faut aussi arrêter cette bataille-là, hein. Les médias sont transformés en divertissement. Ils ont tous été privatisés. Donc il faut protéger les derniers médias publics et puis financer les médias indépendants et puis s'appuyer sur d'autres leviers. Les gens regardent de moins en moins la télé, les gens choisissent leur contenu, donc aussi fresque climat, etc. Donc la bataille n'est peut-être pas seulement de se dire comment faire pour que sur TVA, au Journal de Montréal, on parle de climat, c'est aussi arrêter de lire les médias pourris, aller vers les autres, et puis ça va forcément shifter, quoi. Le Guardian est un bon exemple là-dedans. Pardon? Ouais, puis un micro bémol, c'est que… Ouais, mais la Covid a commencé à nous aider, et puis prochaine… Le micro bémol, il n'est pas là. C'est surtout que les gens qui consomment ces médias, eux, ils vont voter, quoi. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais, Tony? Bonjour, merci Benoît et Andrea, désolé d'avoir raté le début. Dans le rapport, justement, la question a été posée un peu, on utilise plein de données scientifiques, etc. Et la partie 2, est-ce qu'elle parle vraiment tu as utilisé le terme science sociale, etc. Est-ce qu'elle utilise vraiment les mots capitalisme, etc., qui sont un peu la cible, je dirais, ou la cause fondamentale de tout ce dont on parle, donc la surpêche, la surpollution, etc. Ça fait le contrôle F capitalisme ou pas? Je ne sais pas si c'est dans le groupe 2 ou pas, mais en tout cas dans le groupe 3, c'est sûr que ça y est. Okay. Des fois, ils traitent des solutions. Puis tu as des passages qui parlent justement des courants de pensée qu'il peut y avoir entre les, on va dire, les écomodernistes, genre croissance verte, etc., puis jusqu'à la décroissance maintenant. Et ils font vraiment une revue là-dessus. Après, c'est sûr que le capitalisme, il ne va pas être dans le résumé pour décideurs tout de suite. Il n'est peut-être même pas dans le résumé. Non, mais par contre, il y a eu colonialisme dans le résumé pour décideurs déjà. Non, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et puis, comme disait Andreas, le fait de parler de plus en plus de décroissance, oui, dans le rapport du groupe 2, ils en parlent plein de fois. Ouais. Mais donc pour l'instant, c'est encore un peu détourné, mais on s'y rapproche tout doucement parce qu'au début, les GIEC, c'est très données scientifiques. On a fait des carottes dans l'Antarctique, on a vu qu'il y a du CO2, etc. Et là, on se rapproche de plus en plus, mais on tourne encore autour du pot au final, ce qui fait que c'est un peu désarmant. Dans le rapport du groupe 3, je pense pas, j'ai pas tout regardé, mais parce que de toute façon, le GIEC, il fait une revue de littérature. Donc, s'il y a des articles scientifiques publiés là-dedans qui en parlent, le GIEC est entre guillemets obligé d'en parler puisqu'il fait une revue de littérature. Il va juste exposer à quoi ressemble la littérature aujourd'hui. S'il y a moins de littérature décroissanciste aujourd'hui, il y aura moins de sur la décroissance. Mais c'est ça, il faudrait que je regarde. Pour le mois prochain, je regarderai si tu veux en profondeur. Puis tu as aussi l'aspect que dans les résumés pour décideurs, chaque mot est vraiment négocié. Donc, c'est pas là-dedans que tu vas trouver les trucs qui vont le plus loin. Mais dans les résumés techniques et dans les résumés complets, il y a plus de choses. Et il y a Timothée Paric, par exemple, qui a fait une analyse un peu plus détaillée de comment, entre les lignes, tu arrives à dire déjà avec ce rapport-là qu'en fait, la poursuite de la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui ne fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais comme, par exemple, le mot décolonialisme est arrivé, je pense, il y a 20 ans, c'était impensable. Ouais. C'est déjà un début, mais quand on arrive au colonialisme, on n'est pas très loin du capitalisme, que historiquement, c'est lié, quoi. Donc, non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de découplage au niveau mondial. Ça a été pendant très longtemps un espoir des progressistes, comment tu les appelles, toi, écomodernistes, de dire qu'on va réussir en fait par la technologie à découpler notre empreinte. Ça a été toute l'histoire de la transition numérique, etc. Et donc c'est vrai localement, quand en fait tu regardes que ce que tu fais localement, tu arrives à délocaliser une partie de ton empreinte. Donc ça, tu arrives vraiment à le voir. Il y a plein de pays qui ont découplé sur la base vraiment nationale ce qu'ils émettent. Mais à l'échelle de la planète, il n'y en a absolument pas. En fait, c'est exactement ce que dit Andreas. C'est chaque tonne émise, ça fait plus de réchauffement climatique. Maintenant, il n'y a plus de débat, quoi. C'est quasiment linéaire, hein. Je ne sais pas si tu avais vu
La dernière slide, je pense, sur juste avant le budget carbone, avant la dernière slide. C'est vraiment, maintenant, il y a une linéarité entre ce qu'on émet, voilà, puis les scénarios qu'on va avoir. Puis là, c'est jusqu'en 2050, hein, c'est même pas 2100. Et donc, chaque tonne émise, ça augmente un peu plus le réchauffement climatique. Donc ça, que ce soit émis chez toi ou chez quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, la deuxième partie avait l'air intéressante et je me demandais à quel degré ils étaient, disons, clairs. Mais dans 10 ans, ils seront peut-être plus clairs. Quoi? Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. On sait pas... En fait, c'est qu'on ne sait pas financer nos systèmes sociaux sans ça. Et comme il n'y a personne qui a un plan B, bah, pour l'instant, on ferme les yeux et on prie pour que peut-être on se soit trompé et que peut-être ça va être possible. Mais non, actuellement, il n'y a pas trop de plan B, quoi. Mais même pas que les retraites, la santé, l'éducation, enfin... Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Ouais. Une réaction ici. Ouais, merci pour le focus sur le Canada parce que j'avais pas du tout vu passer ça. C'était super cool. Est-ce qu'on a une idée d'à partir de quand ce sur quoi le Canada se repose et notamment le Québec, donc l'hydroélectricité, pourrait flancher et du coup bah toute l'économie du Québec et tout l'impact un peu du Québec soit mis à mal quoi. À cause De des l'hydroélectricité. effets du changement climatique Ouais. sur la production? Ouais. Je ne crois pas que le Québec soit à risque d'un ce point de vue-là de la disponibilité en eau. Mais sinon, au Québec, tu as Ouranos, qui est un Ouais. centre de recherche sur le changement climatique au Québec. Et puis, s'il y a quelque chose là-dessus, en tout cas, c'est eux qui l'auront fait, je pense. Ok. On va aller voir. Mais sinon, le GIEC, c'est mieux. Et non, pas le GIEC, c'est sûr. Ouais. Et je pense pas pour vrai que. Et je peux te répondre pour la France, par contre. Ouais. Alors, je ne dirais pas que je sais, mais j'ai entendu dire, peut-être une rumeur, que chez EDF, ils se sont posés ces questions. Et par exemple, pour les barrages, c'est absolument pas regardé aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de produire? Ce qu'ils regardent, c'est la sécurité des installations. Ouais. Est-ce que nos installations sont à risque à cause du changement climatique? Sur plein d'aspects, ils sont vraiment très très forts, ils regardent plein de trucs, mais ils regardent est-ce que le barrage va tomber? Et la réponse, c'est non, le barrage ne va pas tomber, mais ils ne regardent pas est-ce qu'il y a de l'eau pour faire tourner le barrage. Parce que pareil dans ce sens-là pour Hydro-Québec ici, j'ai entendu parler de fait que genre il y avait plein de mauvaises choses qui se développaient genre dans les gros barrages qu'il y a et que personne n'en parlait justement des problèmes qu'il va y avoir avec les barrages, mais du coup si ça c'est dû au réchauffement climatique ou pas, genre j'ai vraiment aucune information et puis j'ai l'impression que tout le monde se le cache ici. Tout le monde est content de ça et tout le monde se le cache, donc s'il y a un problème, personne ne va en parler. Est-ce que je peux faire un commentaire? Je peux faire un commentaire en tant que participant au projet hydroélectrique au Québec depuis 25 ans, 30 ans. J'ai participé à la construction de plusieurs centrales. Je pourrais vous dire que pour ce qui est de la sécurité des barrages, Hydro-Québec a une transparence impeccable. Alors, et je n'ai pas, moi, en tant que personne qui travaillait dans la boîte, jamais entendu parler de ce genre de menace sur l'intégrité des barrages d'Hydro-Québec. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, cette rumeur, mais je serais curieux de le savoir. Non, bah, si je le entends, je t'en ferai part, mais je me sens plus du tout d'où est-ce que j'avais entendu ça. Merci. D'autres questions? Quelqu'un qui veut pousser la chansonnette? On ne sait jamais. D'autres questions sur le rapport du GIEC, on peut aussi, on avait prévu de parler d'un petit truc. On parler du GIEC. Ouais, s'il y a d'autres questions en ligne aussi, allez-y. C'est le moment en ligne. Au final, je vous ai demandé d'écrire, mais vous pouvez parler. On vous entend très bien. Non, ça n'a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions en ligne. Du coup, on est bon. Ouais, bah, l'autre point qu'on voulait aborder un peu plus dans la partie actualité, là, c'est qu'il y a l'étude de l'Institut statistique du Québec, je pense, qui est sortie sur l'empreinte carbone des Québécois et Québécoises, l'empreinte de leur consommation.
Et on en a beaucoup discuté, que ce soit sur le Discord des animateurs de la fresque du climat ou sur le Slack là, des shifters. Donc je pensais que c'était bien de reprendre quelques minutes pour un petit peu en discuter, puis évoquer l'étude, pourquoi elle est super cool, et puis pourquoi elle est limitée aussi. Donc sur les aspects vraiment positifs, bah, c'est que justement on manque de ce genre de données bien construites pour l'empreinte carbone au Québec. C'est pour ça que nous, par exemple, quand on fait les animations de la fresque du climat, on se base encore en partie sur des chiffres français pour la consommation. Donc ça va vraiment dans le bon sens que s'il y a ce genre d'initiative de publication de données de qualité bien construites. Donc là-dessus, c'est vraiment un beau travail, c'est cool. Et les limitations, bah, elles sont celles qu'on a un petit peu discutées si vous avez déjà vu passer. C'est vraiment un périmètre de consommation des ménages, donc ils sont directement à leurs mains, mais par exemple, ça n'intègre pas les services publics. Donc ça, c'est déjà une bonne limitation, surtout qu'au Québec, bah, les services publics, ça peut quand même être assez important. Qu'on pense à l'éducation, la santé, l'armée, déjà, ça fait des gros postes. La santé, c'est le domaine que je connais un tout petit peu le mieux. En France, c'est 7% des émissions. Au Royaume-Uni, c'est 5,4% des émissions. Donc je me doute que pour le Canada, ça doit se balader quelque part par là. Il ne va pas non plus y avoir un facteur 2 d'écart. Donc rien que là, on voit qu'il y a quand même des postes importants qui ne sont pas pris en compte. Et l'autre truc, c'est que, alors c'est vraiment une empreinte, hein, c'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'il regarde aussi ce qu'on importe, ce qu'on exporte. Il n'y a pas à redire de ce côté-là. Mais par contre, dans ce qu'on importe, il regarde que le CO2. Donc notamment pour tout ce qui est produit hydrocarbures, on ne va pas regarder les émissions de méthane. Et donc ça, c'est un gros trou dans la raquette, parce que le méthane représente quand même une bonne partie de nos émissions en CO2 équivalent, et notamment pour les hydrocarbures. Donc, quand on remettait tout bout à bout, en fait, on retombe sur des chiffres, si on fait le total, qui sont assez proches de ce qui est crédible, là, entre 13 et 15 tonnes. Ça ne va pas changer. Mais en fait, le 8,7, ce qui est intéressant, c'est plus pour dire, bah, vous, en tant que consommateur au quotidien, vous avez la main facilement sur quoi? Donc, en gros, c'est plus dire, bah voilà, ce 8,7, réduisez-le, vous le divisez par 4, déjà, ce sera pas mal. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres trucs à ajouter. Non, je pense que c'est pas mal tout dit. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vu passer l'étude, qui se posent des questions, qui voulaient rebondir là-dessus. Donc voilà, vous pouvez utiliser le communiqué dessus, utilisez-la, parlez-en, partagez-la, mais soyez vigilants de ne pas penser qu'on est passé d'un coup de 15 à 8,7 dans la semaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir le moindre risque avec cette étude, justement, il y ait quand même des médias potentiellement bien ou mal intentionnés, peu importe, qui justement disent l'empreinte des Québécois s'est améliorée. Bah, je vais reformuler la question pour les gens qui sont en ligne, mais en gros, c'est de savoir est-ce que ça ne va pas être utilisé pour communiquer sur le fait qu'on est géniaux, qu'on réduit nos émissions, que ça va dans le bon sens, puis qu'en plus on est les meilleurs en Amérique du Nord. Bah, ma réponse, elle va être qu'il n'y avait pas besoin de ça. Même avant cette étude, notre Premier ministre il disait déjà qu'on était les meilleurs, puis qu'on pouvait être fiers parce qu'il n'y avait pas d'équivalent en Amérique du Nord. Donc, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Par contre, oui, c'est dur à combattre, du coup, parce qu'effectivement, ça rajoute des chiffres. Les gens lisent ça, on imprime qu'on est pas mal et ça va être difficile. Ça fait un peu de mal dans le message à apporter, parce que là, l'idée de « faut qu'on divise par 4 », bah, en fait, c'est la moitié du chemin, quoi. Donc, ça, effectivement, c'est un peu mon inquiétude et ça va faire un peu de mal, mais c'est aussi à nous d'essayer de communiquer bien. Il y a un journaliste du Devoir, je pense, qui a écrit un article dessus qui s'appelle Alexandre Shields, je crois. Et lui, je pense qu'il avait mal dû lire l'étude ou pas très bien à comprendre. Et donc, il a relayé ça sur Twitter notamment. Et en fait, pour te dire à quel point la société est déconnectée, c'est que toutes les remarques qu'il avait, c'était « Oh, mais c'est la faute de la Chine, c'est la faute de l'Inde. Nous, on n'est pas à 8,7 tonnes, on est déjà en dessous. » Donc, les gens sont même pas prêts à entendre qu'on est à 15 parce qu'ils pensent déjà qu'on n'est pas à 8,7 et que la faute vient d'ailleurs. Donc, il y a vraiment un décalage aussi avec le grand public. Il y a eu des climato-sceptiques qui lui ont répondu comme quoi il n'y avait pas de réchauffement climatique, etc. Donc, il y a encore du travail. Ouais, moi, ma réaction à ce que tu disais, Mathilde, si je ne me trompe pas de prénom, j'ai bon, yeah. Ce serait de penser que si la personne est rendue à comparer, c'est quand même qu'elle a une mini connaissance des chiffres, ou en tout cas qu'elle a été les chercher. Fait que rendu là, ça serait oser de comparer des trucs qui n'ont pas les mêmes champs d'études. Fait que je craindrais pas forcément une comparaison d'aller dire que c'était 15 avant, 10 maintenant. Ce qui est plutôt à craindre, c'est que les gens s'arrêtent au 10 et pensent que c'est l'empreinte complète d'un Québécois. Ceci dit, rien que de savoir qu'il faut diviser par 4, je pense que ça fait suffisamment peur aux gens. Entre 4 et 7, je veux dire, ok, t'es comme rationnellement, il y a un facteur quasiment 2, mais
concrètement, c'est surtout de dire que comme on n'est pas rendu à dire ah il faut réduire de 1/5, là, on est rendu à diviser par plusieurs là. Donc je pense que pour le grand public qui n'est pas sensibilisé, c'est déjà comme une grosse information à avaler. Qu'on leur arrive après en disant au fait c'est pas 10, c'est 15, t'es comme rendu là, je pense que au niveau de l'ordre de grandeur perçu, ça changera pas forcément des masses. Ouais, non, c'est ça. Mais ceci dit, ouais, mais c'est clairement décevant qu'ils aient fait des grosses exclusions comme ça. Je sais que le groupe de recherche pour lequel je travaille a prévu de leur écrire une réponse en leur proposant une collaboration pour améliorer leurs données. Parce que c'est quand même dommage que ce soit ça qui est rendu dans les chiffres du gouvernement, là. Fait que... Bah ouais, mais c'est probablement ça qu'ils utiliseraient là. Je pense comme source s'ils avaient d'en piquer une. En tout cas, il y a... Ben, c'est plus ça qu'on craint, nous, de notre part. Ce que je disais sur le Slack, c'est que pour moi, le problème vient pas du tout de l'étude, elle vient du fait de comment elle a été divulguée, le problème. Tu sais, leur titre, il est super clair, mais après, c'est sûr que quand tu t'y connais pas, tu comprends rien, mais c'est mis empreinte carbone de la consommation des ménages québécois. Et, je sais plus, ou de la dépense des ménages québécois. C'est rien que dans le titre, c'est clair, donc c'est vraiment juste comment ça a été divulgué le problème. Et même dans les conclusions, ils mettent... Ils ont une partie limite, ils ont une partie conclusion. Dans l'introduction, ils en parlent directement que ça compte que le CO2 et que ça compte que la dépense. Bah, comme d'habitude, hein, les médias. Est-ce que les journalistes du Devoir ne liraient que le titre des articles scientifiques? Non, puis l'autre truc qu'on peut aussi répondre aux gens qui diraient, bah, en fait, aux autres de commencer, on est meilleur au Québec, c'est qu'en fait, ça n'a aucun sens comme argument. Anyway, chaque tonne compte, qu'elle soit émise ici ou ailleurs, ou qu'elle soit émise aujourd'hui ou demain. Donc, n'importe quelle réduction que vous faites maintenant, bah, c'est un bonus pour le climat, quoi. Alors oui, c'est frustrant si vous avez l'impression de faire des efforts et puis que tout le monde s'en fout. Ça, je comprends que d'un point de vue personnel, ça vous fâche. Mais tant mieux, fâchez-vous. C'est pas grave, ça. Même pour revenir sur l'empreinte carbone de 10 ou 15 tonnes, quand on a écrit une lettre ouverte où justement on parlait de ce changement entre 10 tonnes puis 15 tonnes de l'arme internationale ou l'empreinte carbone. Et moi, je l'ai fait relire à des gens qui étaient totalement lambda, pas du tout alertes sur ces sujets-là. Et en fait, à quelqu'un de lambda, ça parle pas du tout de 10 ou 15 tonnes quand il faut parler à 2. C'est comme si on me disait, tu es à 10 kg de trop, il faut que tu passes à 2 kg de trop. Tu n'as pas du tout l'impression que c'est un effort considérable à faire. Et du coup, je ne sais pas à quel point c'est le meilleur chiffre à communiquer au final. Non, c'est sûr. Après, le point, c'est notamment, enfin, moi, je t'avoue que le truc sur lequel j'ai réagi, c'est sur justement tout ce qui est service public et autres, parce que énormément que ce soit alors que justement, s'il y a bien un truc qu'on fait chaque jour, c'est de prendre la route et puis de prendre soit un transport, soit autre, voire l'hôpital, peu importe, mais ces pourcentages-là, ils ne sont pas mis en compte dedans, et justement, comme quand on avait fait l'outil avec David, genre, comme une des limites qu'on voyait, c'était justement que la courbe de réduction, elle croque là-dedans aussi, et ça aussi, il faut le réduire, et que si c'est pas pris en compte, comme les gens se rendent moins compte de l'impact que ça a. Donc c'est plutôt comme sur ça que moi je rajoute. J'avoue que le méthane, je l'ai même pas vu passer, mais vraiment les services publics. Mais non, c'est certain. Puis pour revenir aux chiffres qui ne parlent pas, c'est vrai que le 10 tonnes, 2 tonnes, 15 tonnes, il ne parle pas au grand public. Et il y a Julien des Shifters qui nous a fait un super visuel pour clôturer un peu les fresques du climat qu'on fait, où justement on montre aux gens mais qu'est-ce que ça veut dire 2 tonnes en fait. Et donc on a plein de cas qui font toutes 2 tonnes, et ça à chaque fois les gens se sont bien marqués. Par exemple, si vous mangez de la viande de bœuf une fois par jour toute l'année, que vous ne faites rien d'autre de toute l'année, vous êtes tenu dans le désert, vous attendez que l'année passe, et à la fin de l'année vous aurez quand même émis 2 tonnes de CO2. Et au Canada, enfin, dans nos sociétés actuelles, avec la manière dont on produit les trucs, en gros, l'ordre de grandeur, c'est si vous achetez 6-7 000 $ de trucs et de machins neufs, qu'importe ce que c'est, ça fait à peu près 2 tonnes de CO2 aussi. Pour faire culpabiliser tous les Français aussi, un aller-retour Paris-Montréal, c'est 2 tonnes. Même avec de l'huile de friture. Donc voilà, ça c'est quelques petits chiffres que vous pouvez mettre en perspective quand on parle de à quel point il faut qu'on gagne en sobriété, quoi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? On est bon? Non, c'était bon de ce côté-là. Bon, bah, c'est parfait. Bah, merci, messieurs. Super présentation, super travail.